Je reçois aujourd'hui le talentueux metteur en scène Florent Sio, qui vient nous parler de Britannicus de Jean Racine, présenté au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 20 avril. Bonjour Florent Sio. Bonjour. Alors, une production du Théâtre du Nouveau Monde, mais en collaboration avec votre compagnie, Les Songes Turbulents. Exactement. Que vous avez mis sur pied en 2012. Voilà. Comment est-ce qu'on se sent de faire son entrée au TNM, même si vous avez derrière la cravate déjà plusieurs productions ailleurs? C'est vrai que c'est un privilège. On a un petit peu dans l'appréhension parce que c'est une grande scène où il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de représentations. Donc on est conscient qu'on va devoir être à la hauteur du mythe de la salle. Parce qu'effectivement, les autres salles, vous avez présenté par exemple Illusion Prospero, qui est quand même un peu plus petite. Vous aviez présenté Don Juan revient de la guerre au même endroit, Psychose 448. À la Chapelle. À la Chapelle, Les Trois Sœurs, au Monument National. Oui. Au centre du théâtre d'aujourd'hui aussi, Toccate et Fugue d'Étienne Lepage. Ah, quelle belle pièce, oui, effectivement. Donc, cette appréhension maintenant est derrière vous, puisque la première est passée. Les comédiens sont tous très bons. Est-ce que vous avez eu carte blanche pour présenter ce Britannicus? Alors en fait, c'est une invitation. C'est ça qu'il faut peut-être préciser. Lorraine Pintal m'a proposé de réfléchir à des pièces que nous pourrions présenter sur sa scène. Puis finalement, un jour, elle est revenue avec une proposition assez claire en parlant de Britannicus de Racine. Ouf. Rien de moins. Mais moi, c'est très bien parce que j'aime beaucoup Racine. Mais il y avait cette volonté de présenter un sujet romain, politique, pour un peu faire une suite à Caligula qu'elle avait présenté en 2017. Mais vous êtes casse-cou ou vraiment vous aimez approfondir? Parce que s'attaquer jeune comme vous êtes à une pièce comme Racine, ouais. Je viens de le dire, vous êtes talentueux, mais ça prend quand même des années de recherche, du travail. Ça prend beaucoup de travail, mais c'est vrai aussi que Racine, c'est un auteur que je travaille depuis très longtemps. Moi, j'ai fait des études littéraires en France et Britannicus en particulier était dans les œuvres que j'ai beaucoup fouillées. Donc, c'est sûr que c'est à la fois intimidant de le porter à la scène, mais il y avait aussi une familiarité avec ces problématiques, ce texte. Je me suis dit, on est rendu à ce moment où on peut incarner cette réflexion, cette recherche qui a été faite au fil des années sur Britannicus. Mais comment se prépare-t-on, Florent Sio, à monter une pièce classique comme celle-là? C'est sûr que c'est pas de la même manière, par exemple, qu'une création. Ah, c'est particulier. Alors, moi, je travaille tous les projets de la même façon. D'accord. Que ce soit des créations ou des classiques, je fais toujours une énorme recherche dramaturgique. Je lis toutes les pièces du même auteur, je lis tout ce qu'ils ont pu lire eux-mêmes. Alors, s'ils sont vivants, je leur demande ce qu'ils lisent. Voilà, s'ils sont morts, je vais voir dans leurs lettres, dans leurs correspondances, voilà. Mais c'est aussi toujours un travail sur leur contexte de création, leur pays, leur culture, la musique qu'ils écoutent. Donc, que ce soit le XVIIe siècle ou le XXIe siècle, pour moi, c'est un peu la même chose. S'agissant de Racine, la grosse problématique était celle de l'alexandrin. Comment maîtriser cette langue, retourner à la façon dont elle fonctionne, dont elle est accentuée, dont elle est découpée. Donc là, on a fait un énorme travail sur la prosodie. On a fait intervenir aussi quelqu'un pour le coaching. Puis aussi trouver la dimension performative de cette parole, voir comment elle nous parle aujourd'hui, comment elle est agissante et comment elle n'est pas seulement finalement un objet muséal. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas une pièce qui dure 1 heure, elle dure 1h55, donc c'est beaucoup demandé aux comédiens. D'ailleurs, parlant de comédiens, je me permets de les nommer tout de suite. Oui. Ils sont 7 sur scène. Sylvie Drapeau, interprétant Agrippine, Francis Ducharme, Néron, Éric Robidoux, où on ne l'attendait pas du tout, en Britannicus, Evelyne Rompré en Junie, Marc Bellan en Narcisse, Maxime Godette en Burrus et Marie-France Lambert en Albine. Alors, c'est sûr qu'on ne racontera pas toute l'intrigue de la pièce, mais peut-être nous donner le point de départ. En quelle année sommes-nous et où sommes-nous? Donc, on est en 55 après Jésus-Christ, on est à Rome, on est dans l'Empire, on est dans la grande génération des empereurs qui vient tout juste de naître. Il y en a eu quelques-uns avant, Caligula, Auguste, des fameux, pour le bien ou pour le pire. Mais on est finalement dans cette capitale du monde, parce que les gens à l'époque pensent que l'Empire romain c'est le monde, ça fait le pourtour méditerranéen, ça va très loin jusque dans l'Angleterre actuelle, ça va très loin aussi en Moyen-Orient, donc on est dans ce cœur battant de la planète pour les gens de l'époque. Bien sûr, il y aura drame, bien entendu, puisque c'est une tragédie. Comme dit Racine, c'est les premiers instants d'un monstre naissant. C'est-à-dire que c'est le basculement de Néron qui, jusque-là, a bien gouverné dans la tyrannie.
Mais expliquez-moi quelque chose, Florence Sio. Comment se fait-il que cette pièce s'appelle Britannicus? Elle aurait dû s'appeler Néron. C'est quand même lui qui est le personnage principal. Alors, elle aurait pu s'appeler Néron, s'appeler Agrippine, effectivement. À l'époque, Racine avait besoin que son public s'identifie à un personnage bon et loyal, s'il voulait que sa pièce soit un succès. Donc, Britannicus était le personnage vers lequel on pouvait avoir de l'empathie, alors que Néron, ça pouvait faire fuir des spectateurs. Au contraire, aujourd'hui, c'est un peu le contraire. On a tendance à mettre les méchants en tête d'affiche. C'est ça qui attire les gens. On est dans une autre logique Hollywood. Mais est-ce que tout le monde procédait comme ça? Parce que c'est l'époque de Corneille, c'est l'époque de Molière. Ou est-ce que c'était particulier à Racine? Il y a plusieurs pièces avec des tyrans dans le titre, on est d'accord. Mais Racine avait besoin aussi de se faire une place bien à lui dans le paysage théâtral de Paris à l'époque. Et il voulait être bien vu, prendre le parti des tendres. Donc il fallait qu'il dise quelque chose à travers son titre. Oui. Donc il ne fallait pas qu'il mette de l'avant le tyran. Ah! Et comment se sont faites ces recherches? Parce que vous aviez sûrement de quoi vous sustenter pour des années à venir. Avez-vous découvert quelque chose qui vous a complètement laissé gaga par rapport à toutes ces recherches? Oui, même si j'étais un petit peu familier de ce texte, j'ai tout recommencé comme à zéro. À la fois sur le XVIIe siècle, sur l'Antiquité, mais aussi beaucoup sur aujourd'hui. Tout simplement, j'ai lu beaucoup de biographies de dictateurs, en même temps que je lisais les biographies d'Agrippine, de Néron, de Claude, les biographies de Louis XIV, de Racine. J'ai fait aussi un déplacement. Je suis allé 10 jours à Rome pas pour restituer des choses sur scène, parce que vous voyez que la proposition est assez épurée, mais juste pour prendre la mesure de cette synthèse qui est Rome, c'est-à-dire synthèse entre l'Antiquité, la Renaissance, le baroque et la modernité dans la couture ou dans l'univers de la jet-set. Oui. Donc j'avais besoin de m'imprégner par les mots, par la musique, par le voyage, de tout ce qui a pu et de tout ce qui peut faire un Britannicus contemporain. Le choix des comédiens s'est-il imposé assez rapidement? Oui, ça a été assez rapide. Une distribution, ça se fait en collaboration avec la directrice du lieu, Lorraine Pintal. Mais très vite, Sylvie Drapeau s'est imposée comme une Agrippine nécessaire parce qu'elle est fauve, elle est bestiale et en même temps très maîtrisée dans le verbe. Donc il fallait un peu ça, le feu et la glace. À travers Néron, j'avais l'envie d'un Néron assez enfantin avec Francis Ducharme, assez juvénile, dont les habits soient trop grands pour habiter cette fonction assez magistrale. Donc je voulais le décalage et avec Francis, qui est un danseur, on pouvait travailler aussi un corps un peu fébrile, un peu fragile, à la limite de la maladie. Donc ça, c'était intéressant. Chaque comédien s'est imposé par sa corporalité, par sa voix ou par son expérience aussi, parce que Racine, il faut vraiment une expérience pour pouvoir donner corps à ces alexandrins qui sont très maîtrisés, mais aussi très, très structurés. Il faut pouvoir les incarner émotivement, tout simplement. Je pense que ça serait pas rendre service à quelqu'un qui sortirait du conservatoire de lui proposer Je suis pas sûr. On a eu ce débat, parce que Britannicus est censé avoir 14 ans, Néron 17 ans, mais mon intuition me disait que c'était pas la bonne affaire, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment quelqu'un qui ait beaucoup joué dans chaque rôle pour porter toutes ses couches. Voilà. On montre très peu Racine, finalement. Au Québec, en France, quand même, on le monte. Et c'est vrai qu'au Québec, il n'est pas monté tant que ça. Britannicus, la dernière fois, c'était peut-être Martin Fouché, le spectacle que je n'avais pas vu, mais qui a beaucoup marqué les gens à Denis Pelletier. Il y a eu des adaptations de Britannicus aussi, qui ont été... par exemple, Steve Gagnon, je crois, à La Licorne, que je n'avais pas vu non plus. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'appréhension. Les Alexandrins, le tragique, la verticalité, l'austérité. Est-ce que aujourd'hui, nous qui sommes habitués à la surstimulation Internet, télévisuelle, cinématographique ou réseaux sociaux, on va accepter ce temps long de la tragédie? Donc il y avait un pari effectivement à faire ça. Alors les comédiens, pour apprendre les Alexandrins, c'est tout un travail aussi. Oui, c'est un très gros travail. Devaient-ils avoir leur texte en bouche au moment déjà des répétitions? Alors moi, je travaille toujours sur des très longues périodes. Donc en l'occurrence, là, c'était 2 ans. Avant d'en arriver aux répétitions, il faut passer par les lectures à la table, qui sont chez moi des temps très longs, surtout dans un texte comme celui de Racine. Là, j'ai passé 2 mois vraiment à décortiquer, pas tous les jours. Hein. On avait des petites pauses, vous inquiétez pas. Mais à l'intérieur de ça, il fallait prendre le temps de décrypter toutes les références, d'analyser comment fonctionne la musicalité du vers, où sont les accents, de nourrir beaucoup l'imaginaire des acteurs, puis de clarifier le sens sur l'intégralité des Alexandrins pour pas qu'ils aient interprété des choses qu'ils ne comprenaient pas. Parce que c'est une langue ardue avec une syntaxe complexe. Donc le travail, c'était ça. Et ensuite arrive le moment où on entre en répétition. Et là, finalement, ils ont appris par cœur ce qu'ils ont compris
grâce au travail à la table. Donc finalement, ça devient plus fluide, plus naturel. Mais ça leur demande quand même un travail redoutable de mémorisation et de naturel, alors même que c'est le lieu de la forme, l'alexandrin. Bien sûr. Vous parliez du décor tout à l'heure, qui est de Romain Fabre. Oui. Ça aussi, est-ce que c'était, dès le départ, décidé que la scène du TNM serait complètement dépouillée? C'est un processus, en fait. Après, c'est sûr que Romain et moi-même, on développe un langage spatial qui est dans une certaine sobriété, qui repose sur des couleurs franches, des espaces grands qui sont modulables ou qui sont transformés par la présence des comédiens. Et on fait que continuer finalement cette démarche. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans un processus très long. Alors au départ, on se dit ça pourrait être une reconstitution de la Rome actuelle, ça pourrait être transposé dans un monde contemporain, ça pourrait être ci ou ça. Et finalement, la synthèse à laquelle on convie le public est assez épurée parce qu'elle est un peu l'essence de tous les chemins par lesquels on est passé. Oui. Moi, j'aime bien cette idée de condenser 2 ans de travail pour en retenir seulement la ligne épurée. Oui. La pièce date de 1669. Oui, c'est ça. Nous sommes en 2019. Qu'est-ce qui parle encore autant au public aujourd'hui à travers Britannicus? Oui, c'est vrai que la pièce a 350 ans, ce qui fait qu'on pouvait se demander comment faire en sorte qu'elle soit encore agissante, éloquente pour le public d'aujourd'hui. Mais en fait, on ne tarde pas trop à s'apercevoir qu'hélas, elle est toujours d'actualité. Il y a plusieurs raisons. La plus évidente qui va frapper les gens rapidement, je pense, c'est l'acuité politique. C'est la naissance d'un tyran, la naissance d'une personnalité instable à la tête d'un État, la façon dont le gouvernement peut appliquer la force pour régner, quitte à ne pas être dans la légitimité. Tout ça, c'est des problématiques qui n'ont pas perdu leur acuité, malheureusement. La personnalisation du pouvoir, elle est partout visible aujourd'hui dans le monde. Mais il y a aussi une grande part à la psychanalyse dans cette pièce. Bien sûr, la psychanalyse, c'est Freud qui l'invente, mais je trouve que Racine est un peu le père de tous ces symptômes, ces complexes, mère-fils, entre frères, les triangles amoureux rongés par des rivalités qui remontent à l'enfance. Enfin, tout ça se situe dans la zone noire de l'inconscient. Donc ça continue de nous parler. Et puis troisièmement, il y a la langue, tout simplement. Au début, j'ai pensé que ça serait un possible obstacle par rapport au monde contemporain. Et je trouve qu'au contraire, une langue bien maîtrisée, frappée avec éclat et poésie, c'est quelque chose qui peut nous inspirer aujourd'hui, parce que dans la langue, on fait le monde, on séduit l'autre, on détruit l'autre, on est au monde, on est humain par la langue, on est soi-même. C'est une façon de s'affirmer comme être, mais aussi comme nation ou comme collectivité. Et Racine nous le redit plus que jamais. Oui. Mais en tout cas, vous avez réussi un travail assez exceptionnel. Et je dois vous avouer en terminant que d'habitude, quand je vais voir une pièce où il y a des alexandrins, ça me prend entre 5, 10, 15 minutes avant que l'oreille se fasse à nouveau. Et là, j'ai complètement oublié que ça en était. Alors, j'espère que vous prenez ça comme un compliment parce que ça coulait tellement de sources. Incroyable. Alors, on a recherché un certain naturel, mais pour y arriver, c'est vraiment un travail redoutable parce que on a fait un travail avec Marie-Claude Lefebvre sur la structure, l'écoute, le rendu de l'alexandrin dans sa structure essentielle. Mais après, moi, j'ai beaucoup joué du tempo. Je suis très musicien, je suis très influencé par la musique. Je travaille beaucoup à l'opéra. Et à l'intérieur de la structure, je me suis mis à proposer aux acteurs des variations de tempo pour qu'on s'approche d'une certaine façon de la prose, mais qu'aussi le propos soit constamment relié à la pensée, qu'on ne soit pas dans la forme pure, comme si c'était une célébration poétique vide de contenu, mais que constamment ça soit lié à une logique de pensée. Et c'est là que ça devient concret pour le spectateur. Oui. Florence Yeo, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je vous aurais gardé encore un autre 15 minutes. Alors, j'incite les gens maintenant à aller au Théâtre du Nouveau Monde. Ils ont jusqu'au 20 avril pour voir ce Britannicus de Jean Racine.